Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une, le président algérien a reçu ce mercredi l'ambassadrice des États-Unis. Elizabeth Moore-Aubin a mis en exergue les solides relations de coopération qui unissent les deux pays dans la promotion de la paix et de la stabilité. Et de son côté, le chef de la diplomatie algérienne a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans le cadre de sa tournée dans la région. L'UNESCO a adopté à l'unanimité un projet de résolution sur la vieille ville d'Al-Quds et ses murs, conservant le statut des villes d'Al-Quds, d'Al-Khalil et de Batir sur la liste du patrimoine mondial en péril. Et enfin, Moscou et Pyongyang de plus en plus proches. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un qualifie de priorité absolue le renforcement des liens avec la Russie. Bonsoir à toutes et à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi à la présidence de la République l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Alger, Elizabeth Moore-Aubin. Elle a d'ailleurs mis en exergue les solides relations de coopération qui unissent les deux pays dans la promotion de la paix et de la stabilité. Elle a aussi exprimé la reconnaissance de son pays envers les efforts déployés par l'Algérie afin de porter une assistance humanitaire aux pays de la région, notamment face aux catastrophes naturelles. Je vous propose de l'écouter. Tout d'abord, je remercie le président Abdelmadjid Tebboune pour l'accueil qu'il m'a réservé. Nous avons abordé nos relations bilatérales qui unissent l'Algérie et les États-Unis. Nous avons également abordé les questions relatives à la paix et à la sécurité dans la région. Cette rencontre fut l'occasion pour moi d'exprimer au président la reconnaissance des États-Unis pour les efforts colossaux consentis par l'Algérie pour soutenir les pays voisins, notamment en ce qui concerne les catastrophes naturelles qui ont fait des milliers de victimes. L'ambassadrice a par ailleurs félicité le président Tebboune pour sa participation à la prochaine session de l'Assemblée générale des Nations Unies, comme elle a affirmé la volonté de son pays de coopérer avec l'Algérie dans le cadre de son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai souhaité au président un voyage agréable à New York dans le cadre de sa participation aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Les États-Unis sont prêts à coopérer avec l'Algérie durant son mandat au sein du Conseil de sécurité et au Conseil des droits de l'homme. Être membre de ces deux conseils onusiens est un grand honneur et une responsabilité dans le même temps. Le président Tebboune a par ailleurs reçu à leur demande les membres du bureau élargi du Conseil de renouveau économique algérien, présidé par Kamel Moula. La rencontre a été l'occasion de faire part des préoccupations des acteurs économiques qui ont apprécié les décisions importantes prises par le président pour faire progresser le secteur économique du pays. Le chef de la diplomatie algérienne a rencontré ce mercredi l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, dans le cadre de sa tournée dans la région. Et dans ce contexte, le ministre Ahmed Attaf a réitéré le plein soutien de l'Algérie aux efforts déployés par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et son envoyé personnel au Sahara occidental, exprimant son aspiration à ce que ces efforts aboutiront à relancer la voie des négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc, sans conditions préalables et de bonne foi, dans le but de parvenir à une solution politique préservant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Ahmed Attaf a par ailleurs reçu un appel téléphonique de son homologue italien Antonio Tajani, dans lequel ils ont abordé la situation dans la région du Sahel. À cet égard, Ahmed Attaf a informé son homologue italien des réactions encourageantes qu'a suscité l'initiative pour un règlement politique de la crise au Niger du président Tebboune. Le ministre italien a de son côté souligné son soutien à l'idée d'organiser un colloque international sur le développement au Sahel. D'autres sujets tels que la situation au Mali et la migration clandestine ont été abordés.
La Libye dévastée par des inondations meurtrières. Les habitants de Derna enterrent avec le cœur lourd leurs morts et le bilan ne cesse d'augmenter. On parle de plus de 5300 morts et une dizaine de milliers de portés disparus après que 2 barrages aient cédé sous la pression de pluies diluviennes, libérant de puissants flots qui ont tout emporté sur leur passage. Naïla Hamouda. La ville dévastée de Derna, dans l'est de la Libye, pleure ses morts après le passage de la tempête Daniel il y a 3 jours. Derna a été balayée par un torrent de boue et de vagues provoquées par la rupture de 2 barrages. Des quartiers entiers et leurs habitants ont été emportés par les eaux. Des milliers de personnes sont décédées ou portées disparues. Vu l'ampleur de la catastrophe, les volontaires sur place appellent à l'aide. Nous recherchons toujours les victimes. Nous appelons tous les jeunes Libyens, tous ceux qui ont un diplôme ou qui travaillent dans le secteur médical, à venir nous aider. Nous manquons d'infirmières, nous avons besoin d'aide. Des voitures empilées les unes sur les autres, des maisons dévastées et des routes coupées. La ville de 100 000 habitants craint un bilan très lourd, alors que les secours peinent encore à accéder à la localité. Les habitants, eux, ont commencé à enterrer leurs morts. Le nombre de morts dans cette section particulière est de 1700. Celui qui est identifié est ensuite enterré. Il y en a qui n'ont pas été identifiés. Nous avons commencé à les photographier et à leur attribuer des numéros, puis à les enterrer. 500 personnes ont été enterrées dans la 2e section. Les choses vont très mal. L'hôpital est délabré. Au-delà de Derna, c'est tout le nord-est libyen qui a été frappé. Les inondations ont empêché les secours d'atteindre la population. L'acheminement de l'aide est compliqué. Depuis 1963, c'est la pire catastrophe naturelle dans cette région de l'est de la Libye. Et face à cette catastrophe naturelle, l'Organisation internationale pour les migrations a fait état de plus de 30 000 déplacés à Derna, ainsi que 3 000 à Al-Baïda et plus de 2 000 à Benghazi. L'organisation a expliqué que Derna n'était plus accessible que par 2 entrées au sud, sur 7 habituellement. Selon elle, des pannes d'électricité généralisées et des perturbations du réseau limitent les communications. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Merad, accompagné d'une délégation, a été reçu ce mercredi par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi. Brahim Merad a transmis à cette occasion les condoléances du président Tebboune, du gouvernement et du peuple algérien à la Libye. La délégation a fait état du lancement par l'Algérie d'opérations d'acheminement des aides humanitaires vers la Libye via le pont aérien décidé par Abdelmajid Tebboune. Suite à ces inondations meurtrières, un vaste mouvement de solidarité a été déclenché. Plusieurs organisations internationales et pays, dont l'Algérie, n'ont pas hésité à envoyer des aides afin de porter au plus vite assistance aux victimes de la tempête Daniel. Iman Merad. Les inondations dévastatrices et les milliers de morts en Libye ont suscité un extraordinaire élan de solidarité internationale. Dimanche dernier, la tempête méditerranéenne Daniel a détruit plusieurs régions de l'est de la Libye, engendrant des milliers de morts et de disparus. Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Menfi, avait lancé quelques heures après cette catastrophe un appel à l'aide internationale au profit des habitants des villes sinistrées comme Derna, Al-Baïda et Shahat. En réponse à cet appel et face à la détresse libyenne, la communauté internationale s'est mobilisée afin de soutenir le peuple libyen qui peine à surmonter cette terrible catastrophe naturelle. L'Algérie a envoyé d'importantes aides humanitaires constituées de produits alimentaires, de matériel médical, de vêtements et de tentes via un pont aérien de 8 avions relevant des forces aériennes de l'armée nationale populaire. L'équipe palestinienne d'intervention rapide et de secours se dirige vers la Libye également en réponse à l'appel d'El-Menfi. Après avoir décrété 3 jours de deuil, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a ordonné à l'armée d'apporter toutes les aides humanitaires possibles à la Libye, des équipes de sauvetage, des équipements et des campements pour abriter les rescapés. La Turquie, de son côté,
a annoncé le déploiement d'équipes de recherche et de sauvetage ainsi que du matériel comprenant des tentes, de véhicules de sauvetage, 4 bateaux et des générateurs. La Jordanie a envoyé un avion transportant des tentes, des couvertures, des matelas et des colis de nourriture. La Tunisie, quant à elle, a envoyé un avion militaire transportant du matériel médical et une équipe de recherche et de sauvetage. Le Qatar et les Émirats arabes unis ont également envoyé une aide humanitaire d'urgence aux zones touchées, composée de nourriture, fournitures médicales et d'abris. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a exprimé sa solidarité avec la Libye, soulignant la disposition de l'Union européenne à fournir l'aide nécessaire pour faire face à cette situation. À cet effet, l'Italie a annoncé avoir offert l'aide de la défense pour les zones inondées. La France, de son côté, a décidé de déployer un hôpital de campagne en Libye pour venir en aide aux populations sinistrées. Le nombre de décès ne cesse d'accroître et pourrait atteindre des milliers dans les jours à venir. Une véritable tragédie qui touche de plein fouet la Libye. Et d'ailleurs, sur instruction du président Abdelmajid Tebboune, l'Algérie a décidé d'ériger un pont humanitaire pour l'envoi en urgence d'importantes aides constituées de produits alimentaires, matériel médical, vêtements et tentes via un pont aérien de 8 avions relevant des forces aériennes de l'Armée nationale populaire. Au Maroc, dans les quartiers de Marrakech, de nombreuses personnes dorment dans la rue, délogées par le séisme qui a fait plus de 2900 morts et secoué l'une des médinas les plus célèbres du pays. De nombreuses bâtisses ont été détruites ou très endommagées dans la vieille ville où la population vit dans la peur de nouveaux affaissements. Écoutez ces témoignages. Ils n'ont rien. Regardez-les dormir dans la rue. Regardez ce qui se passe. Ils dorment dehors, avec rien à manger. Quelle est la situation ici? Vous pouvez le constater par vous-même. C'est une immense catastrophe. Nous demandons à notre roi, que Dieu fasse triompher notre roi, de voir ces gens. Au quartier du Mellah des Salam, que vous connaissez comme un vieux quartier, et regardez la situation ici au Mellah depuis le tremblement de terre. Dans le reste de l'actualité, ce nouveau rapport de l'UNICEF, 333 millions d'enfants vivent toujours en situation d'extrême pauvreté à travers le monde. Et la pandémie de Covid-19 n'a fait qu'aggraver la situation. Les chiffres sont glaçants. Un enfant sur 6 dans le monde vit avec moins de 2,15 $ par jour. Selon le rapport, l'extrême pauvreté concerne particulièrement les enfants d'Afrique subsaharienne. 40% d'entre eux sont en situation de pauvreté extrême. Et je vous le disais en titre, l'UNESCO a adopté à l'unanimité un projet de résolution sur la vieille ville d'Al-Quds et ses murs, conservant le statut des villes d'Al-Quds, d'Al-Khalil et de Batir sur la liste du patrimoine mondial en péril. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a justement salué les décisions du comité lors de sa 45e session et de son adoption des décisions concernant la préservation du patrimoine mondial d'une valeur exceptionnelle en Palestine, selon l'agence de presse palestinienne. Et l'Autriche donc a réouvert son ambassade à Bagdad mardi après plus de 30 ans de fermeture à l'occasion d'une visite de 2 jours du ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander Schallenberg, en Irak, visant à resserrer les liens bilatéraux et soutenir la stabilité et la sécurité dans le pays. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a procédé ce mercredi à un vaste remaniement ministériel et a annoncé son nouveau gouvernement, avec des changements notamment aux affaires étrangères et à la défense et une augmentation sensible du nombre de femmes dans son gouvernement. Le Premier ministre a remplacé son chef de la diplomatie par Yoko Kamikawa. C'est donc la première fois depuis 19 ans qu'une femme va occuper le portefeuille des affaires étrangères au Japon. Au Vietnam, un grave incendie dans un immeuble d'habitation de la capitale Hanoï a tué durant la nuit plusieurs dizaines de personnes selon un premier bilan des autorités locales. Les équipes de secours ont réussi à sortir 70 personnes piégées dans les bâtiments en flammes.
Au moins 11 personnes ont été tuées et 12 autres blessées ce mercredi après qu'une remorque a percuté un autocar dans l'état du Rajasthan, dans le nord de l'Inde. Les personnes décédées ont été identifiées comme étant 5 hommes et 6 femmes. La Chine n'a pas interdit l'achat et l'utilisation de marques de téléphones étrangères. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, ce en réponse aux informations de médias selon lesquelles certaines agences et entreprises gouvernementales avaient demandé à leur personnel de cesser d'utiliser les iPhones de la marque Apple au travail. Et puis le président chinois Xi Jinping a annoncé ce mercredi hisser les relations entre la Chine et le Venezuela à leur plus haut niveau du protocole lors d'une rencontre à Pékin avec son homologue Nicolás Maduro. Je vous propose de l'écouter. Je souhaite chaleureusement la bienvenue au président Maduro à l'occasion de sa visite d'État en Chine. Il s'agit de votre 5e visite en Chine depuis que vous êtes devenu président, ce qui reflète pleinement l'amitié fraternelle entre la Chine et le Venezuela. La Russie et la Corée du Nord en voie de se rapprocher. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a qualifié de priorité absolue le renforcement des liens entre Moscou et Pyongyang lors d'une rencontre avec Vladimir Poutine sur un cosmodrome en Extrême-Orient russe. Safwan Patsabré. Attendue depuis plusieurs jours, la visite du leader nord-coréen a commencé aujourd'hui en territoire russe. Après un trajet de 1200 km en train blindé, Kim Jong-un est arrivé en Russie dans la nuit du mardi. Le dirigeant nord-coréen s'est ensuite rendu au cosmodrome de Vostochny où il a été accueilli par Vladimir Poutine. Sur place, les deux dirigeants ont visité un site d'assemblage et de lancement de fusées, la coopération militaire étant au cœur des relations entre les deux pays. Mais au-delà de l'aspect purement militaire, la visite du leader nord-coréen revêt une dimension politique. À l'heure de la polarisation de la scène internationale, Pyongyang réitère son soutien à la Russie dans sa guerre en Ukraine. L'armée et le peuple russe remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour la punition d'un grand mal qui revendique l'hégémonie et alimente une illusion expansionniste. Cela créera un environnement propice au développement pacifique. D'une portée internationale non négligeable, la rencontre entre les deux chefs d'État inquiète l'Occident. Selon Washington, celle-ci pourrait déboucher sur un accord de vente d'armes nord-coréennes à la Russie, qui souhaite acquérir des missiles anti-chars et par la même occasion diversifier ses partenaires. La Corée du Nord, quant à elle, aspire à bénéficier des technologies russes en matière spatiale. Moscou pourrait aider son voisin dans la construction de satellites. En outre, la Russie et la Corée du Nord partagent la même volonté de mettre fin à la domination occidentale sur les affaires internationales. Pékin réagit justement à cette rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine et estime qu'elle ne concerne que ces deux pays. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole de la diplomatie chinoise Mao Ning, ajoutant que les relations entre la Chine et la Corée du Nord sont en voie de développement. La visite du dirigeant nord-coréen en Russie est un arrangement entre les deux pays et concerne les relations bilatérales. En ce qui concerne les relations entre la Chine et la Corée du Nord, j'ai répondu à une question à ce sujet hier. La Chine et la Corée du Nord sont des voisins amicaux, reliés par des montagnes et des rivières. À l'heure actuelle, les relations entre la Chine et la Corée du Nord se développent bien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. On se retrouve tout à l'heure pour le Journal de l'Afrique.